Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Intime Conviction sur votre télévision, la télévision qui est toujours plus proche de vous. Dépression, suicide, addiction, pour ne pas enfermer les victimes de viol et inceste dans leur traumatisme, le devoir de la société est de les soigner, mais surtout de les emmener à obtenir réparation. Alors, dans un contexte où les décisions de justice sont souvent contestées, comment prendre des procédures ou des mesures afin que véritablement les bourreaux paient à la hauteur de leurs actes? On en parle ce soir, des réponses, enfin des questions auxquelles on tentera de donner des éléments de réponse ce soir autour du thème viol, inceste. Quel recours pour les familles? Et avec nous pour en parler, il y a vous sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez tout simplement Intime Conviction au pluriel. Vous mettez donc un S à Intime, un S à Conviction. Vous défilez sur la page. Vous pouvez poster votre commentaire en rapport avec le thème de ce soir. Et avec nous sur le plateau ce soir pour en parler, nous avons enfin le révérend docteur Jérémie Nembot qui est là ce soir. C'est devenu compliqué de l'avoir. Bonsoir et bienvenue. Aline, merci de m'inviter une fois de plus sur votre plateau. Et au même moment, j'adresse mes salutations à tous les téléspectateurs. Et mon vœu, c'est que durant cette émission, que des solutions soient données dans le but de la guérison intérieure des personnes qui sont victimes, mais aussi des réparations sur le plan purement judiciaire. Et je vous invite à suivre certaines de mes interventions, même dans ces domaines, sur Canal 2, chaque matin à 5h30. Et puis aussi dans une panoplie de livres qui ont été écrits aussi dans ces domaines, des personnes victimes de traumatisme. C'est simplement pour dire que ce n'est pas la fin. Il y a de nouveaux horizons qui peuvent s'ouvrir. Voilà. Alors, et puis nous avons, elle arrive tout droit de Yaoundé, on va dire d'ailleurs un merci à Delphine Fonkoutene pour la mise en relation. Voilà, c'est Stéphanie Rai qui nous arrive de Yaoundé. Bonsoir et bienvenue à Douala, bienvenue sur Canal 2 International. Merci Aline, bonsoir. Merci pour l'invitation. Oui. Alors je suis très émue d'être là ce soir pour partager mon expérience, pour partager ce que l'association Non aux abus sexuels propose pour aider les victimes et pour prévenir les agressions sexuelles dans les maisons et partout où nous allons. Je suis heureuse d'être là. C'est important de rappeler d'ailleurs que vous avez été vous-même une victime dès l'âge de 8 ans. Vous avez été subi justement des viols répétitifs de la part d'un membre de votre famille. Exactement. Voilà. Alors, et puis, on a, Dieu merci, on a pu la voir sur ce plateau. Elle n'est pas seulement jolie, elle est brillante. Elle, c'est maître Christelle Tchoumené, elle est avocate au barreau du Cameroun. Elle a accepté, malgré ses occupations, d'être avec nous ce soir. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau, maître. Bonsoir, merci Aline, merci de l'invitation. Pour moi, c'est un plaisir d'être là. J'espère être à la hauteur des questions qui me seront posées. Aussi, ça sera avec plaisir que je répondrai aux questions et surtout donner le point de droit sur le sujet important qui nous unit ici ce soir. Merci en tout cas à vous, maître. Je propose, quand on découvre la victime derrière la transition, c'est important de dire qu'on aura par la suite le grand frère qui viendra en seconde partie, Collins Niamsi, voilà, pour nous éclairer encore plus par rapport à l'histoire de ce soir. Donc juste derrière la transition, on découvre le témoignage. Alors, ce soir, c'est Fanny. Fanny, bonsoir et bienvenue sur Canal 2 International, bienvenue sur Intime Conviction. Merci Ali. Je suis ravie d'être avec vous ce soir dans ce plateau. Je veux causer avec vous, je partage ce que j'ai enduré tout ce temps avec vous, qu'on puisse trouver la solution. Merci.
D'accord. Donc, il y a quelques semaines de cela, vous avez découvert vraiment de façon abracadabrante, parce que vous l'avez découvert quand on avait déjà arrêté, le bourreau avait déjà été interpellé, que votre fille de 13 ans était abusée depuis quelques années par votre mari. Oui. Comment cela s'est fait? Bon, quand je n'étais pas là, j'avais un deuil à Bonabéry, ma nièce qui était décédée âgée de 9 ans. J'avais laissé les enfants à la maison avec mon mari. Je ne savais pas qu'il devait sortir avec des enfants. Il est sorti avec des enfants, amené chez ma petite soeur. C'est là-bas qu'on m'appelle avec ma petite soeur qu'il est sorti avec des enfants. Ça m'a dérangé, ça m'a énervé. On m'a fait comprendre que c'est ton mari, s'il soit avec des enfants, ce n'est pas un problème, que non, il ne pouvait pas quand même sortir avec des enfants, ça à mon avis, parce que pour sortir avec des enfants, il faut au moins se les apprêter. Du coup, j'ai laissé tomber. Je suis restée là. Après le deuil, je suis rentrée à la maison. Quand je rentre à la maison, il revient. Il ne rentre pas avec les enfants. Il me fait comprendre que le lundi qui était le 21, mois de Pâques là, qui devait ramener les enfants, j'ai dit qu'il n'y a pas de souci. Il vient à la maison, donc je vois comment il rentre. La petite Merveille n'est pas là. Il rentre avec les deux petites filles, ma nièce, et notre dernière fille de 7 ans, elle n'est pas là. Je lui pose la question, mais où est Merveille? Comment tu peux rentrer avec les autres? Elle n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Il ne m'a pas répondu. La deuxième fois, il me fait comprendre que Merveille s'est enfuie. Elle n'est pas là. Mais comment Merveille peut s'enfuir? Elle n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Elle était plutôt chez votre sœur, ce que vous apprendrez plus tard. Oui. Et votre sœur, elle vous a appelé. Oui. Elle vous a demandé de la rejoindre. Oui, elle m'a demandé de la rejoindre à quoi non? Oui. Derrière Santa Lucia, je suis arrivée. C'est là où elle me fait comprendre que ta fille Merveille, que tu demandes depuis, que tu ne vois pas, elle a été violée par ton mari. On était à l'hôpital de Bombari. Il y a des résultats, tout. Et il a été arrêté. On t'attend à la PJ demain. Comment vous avez réagi quand vous appelez et qu'on vous dit que... Comment appeler? J'ai été traumatisée. Parce que vivre avec un homme, ce n'est pas 2 ans, 11 ans, vraiment. J'ai des larmes aux yeux, mais c'est le Seigneur qui me vient au secours. Parce que 11 ans de mariage. 11 ans de mariage, officiellement mariée. Je suis dépassée. Il n'y a que Dieu. Je suis fatiguée de pleurer. Et vous êtes évanouie sur le coup? Je me suis évanouie, je ne sais plus où. J'ai trouvé les gens devant moi plein. Je me suis posé des questions. Je me retrouve ici, pourquoi? Par rapport à quoi? C'est là où on me laisse plus de 20 minutes. Je me suis reposée. Après, on appelle à la PJ. Les dames de la PJ causent avec moi, madame, comme ça, tu dois être forte. Ce n'est pas facile, même jusqu'à maintenant. Ça me fait très mal. Ma fille a été tellement touchée. L'hôpital de Bombay a déclaré que mon enfant ne peut même pas avoir la chance d'avoir le bébé. Je suis touchée. Je viens devant de vous, c'est pour que vous puissiez m'aider. Et que je sais que la loi existe. Et que le bon Dieu est là. Il m'a dit que je n'avais personne. Que je n'ai personne qui peut lui faire quelque chose. Et je sais que la loi existe. Avec ce que ma fille a eu, je suis dépassée. Je suis dépassée. Elle vous a raconté qu'il faisait sa sale besogne dans quelles circonstances? À quel moment est-ce qu'il faisait? Dans quelles circonstances? Ma fille m'a raconté, quand j'étais souvent à la boutique, mon mari scotchait sa bouche. Il attachait ses 2 mains avec les fils rouges, les pieds. Il déshabillait d'abord l'enfant avant de scotcher la bouche. Il attache les mains, les pieds. Il monte sur l'enfant. Il commence à abuser de l'enfant. Devant et derrière. Il donnait des petits comprimés avant d'abuser. Il donne d'abord 2 petits comprimés blancs. Après, il monte sur l'enfant. Il abuse plusieurs fois. Et pendant ce temps, vous avez drogué? Oui. Quand je rentrais, ma fille m'avait fait part de cela. Quand je rentrais, il a fait trop de problèmes, trop de menaces. Il me poursuivait même avec des machettes. Après, ça s'est calmé. Ça n'a même pas fait 1 semaine. Quand je rentrais, il me dit, chérie, tu es fatiguée. Prends un verre d'eau. Quand on rentre souvent, on est fatigué. On boit cette eau. Tu es fatiguée. Prends ça, tu bois. Et quand je prenais ça, du coup, je me retrouvais sur place, que je suis en train de dormir. Je rentre, je suis sur la chaise, je suis au canapé avec les mêmes vêtements. Je me retrouve toujours avec les mêmes vêtements. Je commence à dire à ma fille que mais je ne sais pas ce qui m'arrive.
où j'ai déjà un problème. Comme moi, je ne connais pas moi l'étude de drogue. Ce que moi, je connais dans ma vie, c'est le Seigneur. Donc, je ne pouvais pas imaginer ça. Que c'est mon mari même qui pouvait me faire ça. Je rentrais, il y avait un bidon. Quand je rentrais, toujours me donnait. Son fils a refusé. J'ai même grondé à son fils que pourquoi tu ne veux pas boire? C'est papa, non. Quand papa nous donne, est-ce qu'il peut nous donner quelque chose qui n'est pas bien? Je ne comprenais plus ce qui se passait avec moi. Je prenais aussi, quand il rentrait, il me donnait, je buvais. 2 fois, je me retrouvais que je suis en train de dormir. Je finis de préparer à la boutique. Je suis en train de dormir. J'arrive à la boutique, un client me donne 10 000, je te rembourse 15 000, 2 fois 20 000. Je te donne même tout mon argent. Après, je me rends compte que, qu'est-ce que j'ai fait? Le client est déjà parti. Je peux appeler ma bailleuresse. Maman, viens, comme ça là. On est parti avec mon agent, on commence à fouiller le client, on ne voit plus. On ne sait plus d'où il est passé. Donc moi-même, je ne sais pas. Et donc la petite, elle vous a raconté qu'on avait l'habitude de lui scotcher, le bourreau, son bourreau, votre mari, oui. Avait l'habitude de lui scotcher la bouche, oui. Et de l'attacher. Oui. Quand il m'a raconté cela, on m'a dit qu'il y avait certaines filles, parce que quand la fille est partie, elle avait versé tous ses vêtements au sol. Je suis partie pour faire le ménage dans sa chambre. J'ai trouvé des fils, des tissus rouges. C'était beaucoup. Je me suis posé la question sous le lit, que les fils là sortent, d'où vient ce fils-là? Bon, je vais attendre quand ma fille va rentrer. Elle va me dire, je ne sais pas, je n'ai jamais vu d'où sort ce fils-là. Donc je vais l'attendre. Quand je l'attendais, donc on m'appelle à la PJ, on m'annonce cela. Et j'ai dit à la PJ que oui, il y avait les fils là, j'ai vu ça, les tissus rouges là. Et que si on peut me donner 2 policiers pour m'accompagner, pour prendre cela, on peut y aller. On m'a fait comprendre là-bas que non, il faut partir. Demain, tu viens avec ça, les fils là. C'est quand je pars à la maison que je trouvais qu'on a barricadé ma maison. Il y avait beaucoup des avocats ce jour-là, de la communauté urbaine de Douala. Je trouvais qu'on a barricadé la maison et je ne pouvais pas prendre ça. C'est comme m'envoyer prendre les tissus là, les cordes là. J'ai trouvé un voisin qui s'appelle Douala Raphaël de Bonamatoumbe. Il me fait comprendre que tu ne vas plus entrer dans cette maison si tu ne libères pas mon frère, parce que c'est lui qui m'a donné l'autorisation de fermer cette porte. Depuis ce jour-là, je suis dehors avec mes enfants et la petite de 7 ans, il y a ses médicaments là-bas, tout. Elle souffre tous les jours avec le palud parce qu'elle a d'abord ses verres et les problèmes des yeux. Alors la petite, vous vous êtes parlé, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Je veux dire, quand vous l'avez rencontrée après un mois de fugue, quand vous la rencontrez pendant qu'elle est en train de suivre cette confrontation avec son bourreau, est-ce que vous êtes parlé de mère à fille? Est-ce que vous vous êtes dit? Quand ma fille arrivait, m'a vue, je n'avais même pas d'abord le cœur parce que j'ai commencé à pleurer. Quand je vois déjà mon enfant, je ne savais pas m'appeler. Ma fille, elle est tombée sur moi, elle a commencé à pleurer. Maman. Il fallait mon soutien, je devais être forte. Parce que devant son beau-père qui est mon mari, je devais être forte pour l'encourager. Oui, j'ai été forte, elle a parlé, ils se sont affrontés face à face. Non, je dis, elle vous a dit à vous, qu'est-ce qu'elle vous a dit à vous, entre vous deux, de fille à mère, de mère à fille? Elle m'a fait comprendre que maman, c'est papa qui m'a fait ça. Papa m'a violée. Maman, je sais que ce n'est pas de ta faute. Je ne sais pas ce qui se passait. Tu étais toujours en train de dormir. 2 fois, papa t'a miné, tu saoulais. Papa m'a violée. C'est ce qu'on a eu à causer, nous deux. J'ai dit elle savait qu'on vous saoulait? Oui, elle savait. Elle a donné ce témoignage à la PJ. On m'a demandé, j'ai dit oui. Mais pourquoi vous n'avez pas dit qu'on vous droguait? J'ai dit qu'on me donnait l'eau. Quand on me donnait cette eau-là, je me trouvais sur place et je me suis dit endormie. Je ne connaissais pas si c'était la drogue. Déjà qu'ils me donnaient l'eau, je dormais. C'est là qu'on me fait comprendre que c'est la drogue. Parce que moi, je ne connais pas, moi, les trucs là. Oui. Alors, récemment, elle a fait une tentative de suicide. Oui. Hier, il y a quelques jours. Oui. Donc, de temps en temps... On peut même dire la deuxième fois. Parce que la première fois, j'étais à la maison avec ma petite soeur, elle était bien avec nous. Elle s'est levée, elle est partie derrière, chez la voisine. Elle a dit à la voisine, la fille de la voisine, c'est maman et ma tante qui m'a envoyé prendre l'eau de Javel. Elle a pris l'eau de Javel, elle a bu là-bas derrière. On ne connaissait pas. On l'a amenée à l'hôpital de Deido. C'était grave, on ne pouvait pas arriver à la Quintini. Parce qu'elle fermait même, elle serait derrière ses dents. On a essayé de laver, on a prescrit des examens à faire. Elle a bu de l'eau de Javel? Oui, elle a bu l'eau de Javel. On était à l'hôpital de district de Deido. Hier, j'étais à la maison avec elle. Dès qu'elle s'est levée du lit, elle est sortie, je la suivais toujours. Elle est partie s'asseoir dans le cimetière d'Aquano.
J'ai dit, maman, c'est quoi? Elle a commencé à pleurer. Je suis restée avec elle. Elle pleurait toujours, elle pleurait toujours. Après, elle s'est levée. Elle est partie se placer au milieu de la route, au milieu du goudron. J'ai aussi traversé. J'ai crié, aidez-moi, aidez-moi. C'est ma fille. Il y avait des gens qui me regardaient. Les gens aussi avaient peur. Personne ne s'approchait. Après, elle commence à marcher à côté, tout droit vers le rond-point. Je la poursuivais, je criais. Il y a un monsieur qui voulait l'arrêter. Quand le monsieur l'a arrêté, elle a pris la direction du goudron. La voiture pouvait même cogner la petite. Le monsieur a laissé. Elle est encore rentrée à côté. Elle a commencé à marcher vite. J'ai dit que maman, c'est quoi? Elle dit qu'on m'appelle. On m'appelle au village. Parce qu'il y a un jouet que papa m'a appelé. On m'appelle au village que je viens casser la porte là pour prendre le jouet là. Nous sommes arrivés au loin là-bas vers le pont. C'est là où j'ai trouvé les policiers. J'ai crié, aidez-moi, aidez-moi. Les policiers là ont arrêté ma fille. Et ils m'ont demandé d'appeler ma famille. J'ai appelé ma petite soeur et mon grand frère, Nyamsi Collins. Et bon, il est arrivé. D'accord. On a pris la petite. Alors, vous vivez où en ce moment? Dans quelles conditions? Je vis chez ma petite soeur avec mes 2 enfants. Ce n'est pas facile. C'est elle qui s'en charge de nous. Ma petite soeur, son mari, pour manger le matin, l'argent de beignet, c'est elle avec son mari. À midi, le soir, même si l'enfant chauffe un peu, c'est elle-même l'agent de transport. S'il faut se déplacer 2 fois, c'est elle et mon frère Nyamsi qui est là de temps en temps pour le soutien moralement, physiquement, financièrement. D'accord. Je suis la petite. Et c'est important de savoir qu'il a été placé sous mandat de dépôt en ce moment. Il est à la prison centrale de Nubel. Oui. Voilà. En attendant qu'il y ait jugement. D'accord. Alors, moi, ce qu'on va faire le premier jet, je m'en vais comme ça déjà d'abord poser la question à vous, Stéphanie, à qui ça rappelle de mauvais souvenirs. Oui. Ça vous replonge dans de mauvais souvenirs. Exactement. Parce que vous avez été victime de viol, inceste. Exactement. Donc, ça, comme vous dites, il faut vivre la chose pour comprendre ce que la personne peut ressentir et pour comprendre pourquoi la personne ne peut pas parler. Parce qu'on se plaint toujours du fait que pourquoi tu n'as pas parlé. C'est déjà indigne, c'est déjà, on arrache la dignité de la personne et c'est très difficile de s'exprimer. Et quand on découvre, le plus souvent la victime ne se rend pas compte qu'elle est une victime, elle s'en veut même de ce qui s'est passé et elle voit tout le monde souffrir autour d'elle, elle en a marre et c'est pour ça qu'à un moment, elle se sent inutile, elle se sent vaut rien, elle veut en finir avec sa vie. Ce sont les conséquences. D'où il est important de faire un suivi thérapeutique constant, que ce soit sur le parent ou sur... On parlera des solutions. D'accord. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Donc c'est réel, le mal est profond. C'est au-delà de ce qu'on pense. Il est vraiment profond, ça détruit complètement le mental. Je vous ai expliqué... Surtout que c'est dans la famille aussi. Voilà, je vous ai expliqué qu'à des moments, moi, on avait l'impression que ça ne tournait pas rond dans ma tête. Oui. Moi-même, à des moments, j'avais l'impression que j'étais folle. Oui. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'avais peur de tout et de tout le monde. Il y a des choses qui surgissent, tu ne te rends pas compte en fait. Donc c'est ça réellement qui se passe. Oui. D'accord. Alors... le révérend docteur Jérémy Nembot qui est là ce soir, c'est vrai qu'on a déjà eu à traiter plusieurs cas de viol, d'inceste, de viol, inceste, des cas d'inceste. Dans l'histoire qui est contée ce soir, vous rangerez dans quelle catégorie? L'homme de Dieu, vous rangerez dans quelle catégorie? Disons que, de mon point de vue, peut-être que c'est le juriste qui serait plus compétent pour qualifier. Est-ce qu'il y a inceste? Est-ce qu'il y a des rapports sexuels entre les gens? Ça, c'est d'un point de vue religieux. D'un point de vue religieux, je vais mettre ça dans quelle catégorie? Je mets ça dans la catégorie de la méchanceté humaine. Parce que c'est quelque chose qui est un phénomène social et qui est si horrible que souvent, on ne veut pas accepter que ce soit vrai. Les langues générales, c'est qu'il y a le déni. Non, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. C'est moche, tellement c'est moche. Oui, tellement c'est horrible parce que la Bible place cela dans le Lévitique 18 parmi ce qu'elle appelait des abominations, dont le viol, l'inceste et la sorcellerie sont rangés dans le même chapitre de la Bible. Mais il faut bien se rendre compte que le mal existe en société et qu'il est totalement destructeur.
Donc ça, je mets ça dans la catégorie de la perversité, de la méchanceté. En fait, cet homme n'a jamais aimé son épouse. Il a toujours vu son épouse comme un objet sexuel. C'est un homme extrêmement sadique parce que c'est le même regard qu'il a posé sur la descendance de son épouse. C'est une réalité contre laquelle il faut se battre. Donc, bibliquement, on met le viol, l'inceste, la sorcellerie dans le même chapitre, Lévitique chapitre 18. Alors, justement, donc on va poser la question déjà à l'avocate qui va nous dire ce soir, vous avez écouté, ça c'est pour le témoignage de ce soir, que vous allez, l'avocate que vous êtes, classe l'histoire de ce soir dans quelle catégorie? Viol, inceste, inceste, viol ou bien viol, inceste? Bon, Aline, merci. C'est vrai, cette histoire, elle est vraiment touchante. D'un point de vue juridique, c'est vrai qu'il y a dans son histoire des connotations tantôt de viol, il y a aussi des aspects d'inceste. Maintenant, s'agissant du viol, je ne vais pas me prononcer directement pour dire est-ce que c'est le viol, est-ce que c'est l'inceste, pour cerner vraiment d'abord la chose, afin que d'abord les uns et les autres puissent vraiment comprendre de quoi il s'agit quand on parle de viol, quand on parle d'inceste. C'est quoi le viol, c'est quoi l'inceste? D'un point de vue purement juridique, le viol et l'inceste sont définis clairement par le code pénal camerounais. S'agissant du viol, notamment quand on va dans les dispositions des articles 296 du code pénal, le législateur définit clairement le viol comme étant le fait de contrainte par des violences, que ce soit physiques ou des violences psychologiques, une personne, même pubère, à avoir des rapports sexuels. C'est pour dire que quand on est en présence d'un viol, il faut des rapports sexuels, il faut une contrainte. Elle peut être physique. Quand on parle de contrainte physique, on peut comprendre que c'est la force. On peut comprendre que c'est toutes sortes de blessures, des bastonnades. Quand on parle de contraintes psychologiques, on voit bien directement toutes sortes de menaces, d'intimidation. Je pense que avec cette définition, on voit un peu des éléments. Maintenant, dans son récit, on voit également que le législateur, quand il a défini le viol de manière telle qu'il est fait actuellement, on parle de viol simple. Mais il y a des circonstances qui aggravent le viol. Notamment, nous avons le cas qui vient d'être cité ici. On parle d'un enfant. On nous a dit qu'elle avait 13 ans et apparemment le viol aurait commencé beaucoup plus... À 11 ans, oui. À 11 ans. Ça veut dire qu'il s'agit d'un cas palpable de circonstances aggravantes du viol. Et je vais vous dire que le législateur a été très sévère dans ces conditions-là lorsqu'il y a des circonstances aggravantes en présence de personnes mineures. Donc, on peut aller jusqu'à l'emprisonnement à vie. C'est pour oui, jusqu'à l'emprisonnement à vie. On aimerait avoir des décisions comme ça. Oui, on peut aller jusqu'à l'emprisonnement à vie lorsqu'on est en présence des personnes mineures. Lorsqu'on est en présence des personnes mineures. Encore plus lorsque ces personnes mineures sont violées par des personnes que la loi a qualifiées d'avoir de l'autorité sur celles-ci. Je vais embrayer là pour parler justement de l'inceste. C'est pour vous dire, après avoir défini ce viol, qu'est-ce que l'inceste? L'inceste, le législateur a défini l'inceste de manière claire. Quand on parcourt les dispositions des articles 360, le législateur nous dit l'inceste, c'est le fait pour une personne d'avoir des relations sexuelles avec ses ascendants, avec ses descendants, que ce soit légitime ou naturel, également d'avoir des rapports sexuels avec ses frères, ses sœurs, que ce soit germain, que ce soit utérin, que ce soit consanguin. Maintenant, si on veut aller peut-être pour que les uns et les autres comprennent davantage mieux la notion, quand on parle d'ascendant, ce sont les pères et les mères, que ce soit au premier, deuxième, troisième degré. Quand on parle de descendants, ce sont les enfants de la personne qui est auteur de viol, les frères et sœurs, tout le monde connaît ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire que, de manière générale, c'est vrai, on peut dire, c'est vrai que le législateur ne le dit pas clairement, mais si on veut pousser la réflexion, on peut dire que l'inceste, c'est dans toutes les fois où il y a quand même un lien de parenté, un lien sanguin entre l'auteur et la victime. Donc, si tu le permets, lorsqu'on a défini ces deux notions,
On peut se rendre compte néanmoins que le cas qui nous interpelle, c'est le cas d'un beau-père qui vraisemblablement a commis des actes de viol, parce que on a parlé des contraintes, on a parlé des bâillonnements, mais on parle aussi d'un beau-père. Mais la question qui va se poser, c'est de savoir, est-ce que le beau-père, telle la définition que nous avons donnée, entre véritablement dans cette catégorie? Maintenant, peut-être nous allons répondre plus tard, en fonction de l'évolution. Donc, il était question quand même déjà de planter le décor, de voir comment le législateur... Et puis vous nous direz, si vous voulez, vous répondrez à la question, celle de nous dire si le beau-père entre dans la catégorie des... Bon, si vous voulez qu'on réponde directement, je vais être honnête pour dire que le législateur camerounais, lui, il est resté véritablement dans le lien de sang. Je vous ai donné la définition telle qu'il est décrit. On vous dit, on parle d'inceste lorsque il y a des rapports sexuels entre ascendants, descendants. Le législateur camerounais a véritablement défini les deux catégories en parlant dans un premier temps d'un ascendant, d'un descendant, que ce soit en ligne directe ou indirecte, légitime ou pas, de frères, de sœurs, en ligne, que ce soit utérin, germain. Donc, si on reste de manière intrinsèque dans les dispositions du code pénal, on pourrait se dire que le beau-père, n'ayant pas de lien de sang à proprement parler, ne pourrait pas faire partie des cas d'inceste. Mais je vais pousser la réflexion loin pour dire que de plus souvent, on rencontre dans la pratique des cas qui font état de ce que, en interprétant plus loin les dispositions du code pénal, on se rend compte que dans les circonstances aggravantes, par exemple du viol, on vous dit que lorsque le viol est commis par une personne ayant une autorité sur la victime, ça veut dire que on est constant sur le fait que le beau-père a une certaine autorité sur la victime. Donc, c'est dit que si on pousse la réflexion plus loin, on pourrait penser que le beau-père ayant une autorité sur la victime, normalement, ce genre d'agression sexuelle et de viol commis par un beau-père peut être considéré comme une circonstance aggravante du viol. Voilà, je pose même, je rajoute en posant cette question, si tant est que le parent, il a adopté, disons qu'il a adopté, il est devenu le papa, est-ce qu'il rentre aussi dans la catégorie d'inceste? Vous parlez bien de l'adoption. Oui. Maintenant, en tant que juriste, chaque mot doit rester à sa place. Maintenant, en droit, quand on parle d'adoption, il y a plusieurs types d'adoption. Il y a les adoptions simples, il y a les légitimations adoptives. La légitimation adoptive, c'est lorsque l'enfant a moins de 5 ans. Quand on parle de légitimation adoptive, dans ce cas, l'enfant adopté devient véritablement le parent. Fait corps avec la personne qui l'adopte. Mais lorsqu'on parle dans le cas d'une adoption, je peux dire une légitimation adoptive, on peut parler d'inceste. Mais dans le cadre d'une adoption simple où la loi a posé des conditions un peu plus simples, l'absence de lien de sang, je dis, ne permet pas, avec la définition étymologique du code pénal, de parler d'inceste. Voilà. Mais ça peut être considéré comme une circonstance aggravante du viol dans la mesure où les dispositions légales parlent en cas de circonstance aggravante d'une personne qui a l'autorité sur une autre. Alors, d'un point de vue biblique, on a récemment eu l'artiste Saint-Désir Atango qui a parlé, qui a avoué avoir des relations intimes suivies avec ses filles. Il a dit qu'elles étaient consentantes. Que dit la Bible en ce qui concerne l'inceste? Est-ce qu'on a tendance à nous dire que au début... Au début, c'était que 2 personnes. Comment les choses ont-elles évolué? Je vais d'abord commencer par dire que, sous l'angle purement biblique, il y a ce qu'on pourrait appeler des dispositions qui étaient, entre guillemets, un code pénal dans l'ancien royaume d'Israël. Lorsqu'il y avait le viol, ou l'inceste, les personnes qui étaient les auteurs étaient amenées à la porte de la ville et étaient lapidées lorsque le cas était avéré. Et on va même jusqu'à dire que si la personne violée n'a pas appelé au secours, là,
il y a des soupçons graves du fait que la personne ait été d'accord. Et la personne aussi tombait sur le coup d'une certaine sanction. Ah d'accord, donc on prend les deux qui ont commis... Il y avait des cas où on prenait une des personnes, comme dans le cas de l'espèce, on prendrait une des personnes, et des cas où on prendrait les deux personnes si l'autre personne n'avait pas appelé au secours. Mais je parle dans le cas d'un viol, pas dans le cas d'une relation sexuelle consentante et réciproque. Maintenant, vous avez mentionné le cas de cet artiste qui a déclaré avoir fait des enfants ou avoir eu des relations intimes suivies avec ses filles. Non, il s'agit d'un cas avéré d'inceste et puis sur le plan biblique, de telles personnes auraient été purement et simplement lapidées. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut le faire parce qu'il y a un code pénal, mais je vais ici relever déjà la pensée de Dieu par rapport à de tels actes. Ah, donc c'est une abomination. En fait. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Et je vais ouvrir un autre pan, puisque la Bible, lorsqu'elle parle de ces actes, elle les associe aussi à la sorcellerie. Ah, d'accord. Alors, je me suis souvent posé la question, en quoi est-ce que c'est de la sorcellerie? Et comme je suis un peu habitué au ministère de la délivrance et de l'exorcisme, je peux dire qu'il y a des envoûtements par le sexe. Je peux dire qu'on peut transmettre de mauvais esprits et des démons au travers du sexe. Je peux dire qu'on peut capter l'étoile de quelqu'un au travers d'un rapport sexuel. Vous verrez qu'il y a une relation très très poussée entre certains ordres mystico-exotériques et l'inceste. Je peux dire que dans le monde spirituel, du monde des ténèbres, la sémence d'une personne peut être utilisée comme de l'énergie ou du carburant. Donc, il y a ce côté de perversité, mais il y a aussi un côté occulte. Souvent, nous voyons les phénomènes sur le plan naturel, mais souvent, il y a un soubassement purement occulte. Je crois que dans la nature de l'homme, il est difficile que l'homme ait une envie sexuelle vis-à-vis de quelqu'un du même sexe. J'ai prié pour un monsieur qui était membre d'une certaine loge et il disait que pour qu'il puisse aller dans ce sens-là, il y avait des musiques qui lui étaient données, des musiques sacrées. Et lorsqu'il les écoutait, il me disait, même si ma mère était à côté, après avoir écouté cette musique, alors il me serait difficile de résister. Donc on a un côté perversité, mais on a aussi un côté sorcellerie. Ce n'est pas aussi simple que les gens peuvent l'imaginer. Oui. Alors, justement, pour votre cas où ça a été viol, inceste, comment, est-ce que des choses ont été entreprises sur le plan traditionnel pour laver, ce côté-là, laver l'opprobre que vous aviez subi? Je rappelle que tout à l'heure, on va recevoir votre frère aussi, Fanny, Collins Niamsi, qui va nous donner plus d'éclairage parce qu'il a rencontré le bourreau, il a échangé avec le bourreau et il va nous donner quelques détails en plus. Lui, c'était le fils du mari de ma tante. Donc, c'était pas le fils de ma tante. Ah, c'était le fils du mari de ma tante, oui. C'était le fils du mari de ma tante. Et rien n'a vraiment été entrepris par rapport à ça parce que, comme je vous l'ai expliqué, ça a été connu très tard. C'est lorsque ça surgit dans mon esprit, et lorsque je me suis réveillé de ce coma, parce que c'était comme un coma. Je vivais n'importe comment, je montais, je descendais, je vagabondais à gauche, à droite, je fuguais, je n'allais pas à l'école et tout. Et il y a eu comme un hic qui m'a rappelé tout. Et c'est quand j'en parle, quand je brise le silence, que je me sens un peu libéré. Et là, le combat commence. Je commence à me dire non, je dois sortir de là, je dois arrêter, je dois plus me lamenter, je ne dois plus. Et votre maman, comment elle a réagi? Elle était tout en larmes. Elle était brisée. Elle n'arrivait pas à me regarder dans les yeux. Pourquoi? Parce qu'elle a... Elle se disait, peut-être c'est de sa faute. Si peut-être elle ne m'avait pas fait si tôt,
elle m'aurait pas laissé chez sa sœur. Tout ça ne serait pas arrivé si elle m'avait pas laissé chez sa sœur. Je pouvais voir dans ses yeux qu'elle était brisée à l'intérieur et elle n'arrivait pas à me regarder droit dans les yeux. Elle avait la tête baissée. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Et puis, à moi maintenant de chercher plutôt à trouver des solutions pour ne plus la voir dans cet état. Ce qui fait que j'ai cherché des solutions moi-même. Après, c'est compliqué. Vous êtes la personne dont on doit le plus prendre soin. Oui. Après, vous êtes aussi la personne qui doit prendre soin de la maman. Exactement. Parce que je suis son seul enfant. Oui. Je suis son seul enfant. Et c'était vraiment difficile. Et vous en rencontrez tous les jours. Vous m'avez dit que vous rencontrez tout le temps des enfants qui sont victimes, que ce soit les garçons, que ce soit les enfants-filles qui sont victimes d'abus sexuels de la part de leurs parents, de leur papa. De leur papa même. Les frères, les exactement. Oncles. Des frères, des oncles, des voisins. Parce que nous recevons ces cas tous les jours. Et des papas, la maman, c'était le papa même de l'enfant. Le papa même qui viole son enfant lui-même. Elle a découvert, elle était toute tremblante. Quand elle a voulu parler, le monsieur l'a tabassé et elle est venue. Tabassé qui l'enfant? Elle, la dame, parce qu'elle lui a dit « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Il a tapé sur elle. Et malheureusement, j'ai même la plainte que j'ai commencé avec elle. Et subitement, elle a fui. Elle a fui comment? Elle a fui. Je pense qu'il y avait trop de pression dans la famille. Il est fou. En fait, c'est qu'il est fou ou bien il devait remplir une condition mystique. Je me dis qu'il devait remplir une condition, certainement, je ne sais pas. Mais on a entrepris, elle était très engagée, elle a brisé le silence, elle a parlé, on a fait une plainte, on devait aller déposer. Maintenant, je l'appelais, elle ne répondait plus. Donc, je ne sais plus ce qui s'est passé. Et comme je ne peux pas forcer, j'ai laissé, je ne savais plus quoi faire. Mais la plainte, elle est là. Vous allez nous en dire plus, justement, il est question de briser le silence. Oui. Alors, maître, quelles sont les dispositions de la loi en ce qui concerne l'inceste? Parce qu'on aimerait bien savoir, avec cette affaire de Saint-Désir, de l'artiste qui a des rapports intimes avec ses filles et qui estime qu'elles sont consentantes. Quelles sont les dispositions de la loi en ce qui concerne l'inceste? Oui, s'agissant de l'inceste, je pense que je l'ai dit tantôt lorsque je prenais la parole en début. L'inceste est puni, formellement puni par la loi dans les articles 360 du Code pénal. Et la loi, en punissant l'inceste, prévoit précisément que toute personne qui a des relations sexuelles, toute personne qui a des rapports sexuels avec une personne, toute personne qui a des rapports sexuels avec ses ascendants, ses descendants, en ligne directe ou indirecte, toute personne ayant des rapports sexuels avec ses pères, avec ses frères et ses sœurs, que ce soit consanguin, que ce soit utérin. Maintenant, s'agissant des peines d'emprisonnement, les peines d'emprisonnement, on a des peines qui vont jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. On est à entre 1 et 3 ans. Maintenant, quand on parle d'inceste, en réalité, le seul fait qu'il y ait un lien, que ce soit ascendant, descendant, frère et sœur, il y a déjà inceste. Le consentement dans ce genre d'infraction importe peu. Le seul fait qu'il y a un lien de sang, on ne peut pas dire qu'il y a consentement, il n'y a pas consentement. Donc, l'existence du lien de sang entre les parties, l'infraction d'inceste est consommée. Qui peut déposer plainte? Est-ce que un procureur de la République peut s'autosaisir de l'affaire ou bien la société devrait subir cela comme ça? Bon, qui peut déposer plainte? Ici, pour déposer plainte, on parle ici de la mise en mouvement de l'action publique. Dans le cas d'inceste, il y a 2 manières. La première façon, la plainte ne peut être déposée que par un parent avec un lien de sang. Ça, c'est la première façon de déposer une plainte. Donc, premier cas, la plainte ne peut être déposée que par un parent avec un lien de sang.
La deuxième façon, c'est l'exception qui est prévue par la loi. C'est en cas de concubinage notoire. C'est-à-dire que si les personnes incestueuses vivent dans un concubinage, comme on le dit, c'est-à-dire qu'ils vivent une relation maritale sans l'être, et aussi lorsque des personnes sont mariées. Donc, 2 personnes qui ont un lien de sang sont mariées. Dans ces cas, toute personne peut dénoncer l'inceste. C'est-à-dire que, en cas de concubinage notoire, en cas de mariage, la liberté est donnée la possibilité donnée à tout le monde, que ce soit le procureur, que ce soit une dénonciation, peut se faire. Mais en dehors des cas de concubinage notoire ou des cas de mariage, seules les personnes ayant un lien de parenté, de sang, ne peuvent mettre en mouvement l'action contre les auteurs présumés d'inceste. Alors, je rappelle qu'on a aussi Collins Niamsi, le tonton de l'enfant qui est présent, qui va nous donner un peu plus de détails. Vous avez échangé. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Voilà, vous avez échangé avec le bourreau et vous nous rapportez quelques informations supplémentaires. Oui, je lui ai rendu une petite visite de courtoisie à la prison centrale de Nebel parce qu'il ne me connaît pas. Depuis lors qu'il a commis son forfait, il confond un peu, il mélange les pédales, il avait confondre un peu tout le monde. Parce que à la PJ... Quoi, ça va pas dans sa tête, c'est ça? Non, il a avancé un mot lorsqu'il était à la prison ici au parquet, en cellule du parquet. Il a dit à ma soeur, tu me mets ici et tu te fais, bon, pour ne pas employer les mots parce que nous sommes à l'antenne. Et bon, tu me mets ici et tu te fais prendre par des hommes. Bon, je lui ai tout simplement demandé... est-ce que tu connais qui je suis? Il a dit qu'il n'a pas envie de savoir. Bon, le dernier mois, quand je lui ai rendu une petite visite, c'était juste pour voir, parce qu'on m'a demandé d'y aller. Et aux dernières nouvelles, il m'a dit qu'il a été trompé, qu'on lui a trompé. Et je lui ai demandé, j'ai essayé un peu d'aller pour savoir qui t'a trompé. Il m'a dit qu'il regrette qu'on lui a trompé. Il a d'abord voulu... Et qui l'a trompé? Bon, il ne m'a pas dit. Il ne m'a pas dit celui qui lui a trompé. J'ai dit, monsieur Kwedi, qui t'a trompé? Parce qu'il faut dire... Oui, pour le moment, il y a encore... Voilà. Il m'a dit qu'il a été trompé. C'est un peu tout ce qu'il m'a dit. Qu'il a été trompé? Qu'il a été très, très trompé. Donc on l'a envoyé commettre ces actes-là, c'est ça? Oui, comme pour dire qu'il a été trompé et qu'il regrette. Oui, qu'il regrette. Alors, la petite, comment elle va, selon vous? Oui, pour le moment, plus de mal que de peur. Ça va un peu mieux, mais sauf qu'il y a des moments où elle n'est pas vraiment dans son assiette. Et vu ce que le psychologue, parce qu'elle est suivie par un psychologue, le psychologue nous a demandé d'être un peu présent, d'essayer de dialoguer, échanger, communiquer, qu'il faut toujours être là. Il y a des moments où ça arrive que, bon, c'est comme ça. Un peu comme hier, elle s'est retrouvée déjà au niveau de l'ancien pont du Vouri. Et quand après je les ramène à la maison, elle me dit, puisqu'elle m'appelle grand-père, elle m'appelle grand-père, elle me dit, grand-père, il y a une voix obscure qui m'appelait, qui me disait de venir. Parce que depuis le jeudi que le bourreau, que M. Kwedi a été appréhendé par la police de la PJ, elles sont dehors. Elles sont dehors, et il n'y a pas d'habits, il n'y a pas ses jouets et tout. Et je ne peux pas suivre tout à la fois. Il faut aller tout doucement, il faut essayer un peu de voir comment est-ce qu'on va... Elle a besoin d'accompagnement. Voilà, elle a besoin d'accompagnement. Comment est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir accès à la maison. Mais c'est son domicile ou pas? Bon, l'avocate va nous dire. Moi, je m'en vais poser la question à l'avocate tout de suite. Donc, son domicile a été barricadé, elle est sortie... Elle est revenue, le domicile est barricadé où elle vit. Est-ce que c'est normal qu'elle n'a pas le droit d'entrer chez elle? Maintenant, peut-être il faut se poser la question de savoir qui est l'auteur des barricades. Ça peut être la police judiciaire dans le cadre de l'enquête, ça peut être des tiers. Donc il faut déjà répondre à cette question. Ah, que c'est un voisin.
D'accord, maintenant, si c'est un voisin qui a barricadé, il est clair que le voisin est en infraction. On peut voir par là une violation de domicile parce que si les barricades ne viennent pas des autorités de police judiciaire qui ont peut-être voulu apposer des scellés dans le cadre de l'enquête, pour ne pas faire disparaître certains éléments de preuve et que ce sont des voisins qui délibérément ont pris l'initiative de barricader, il est clair qu'on est dans un cas d'abus qui peut être caractérisé de violation de domicile et toute autre chose qui pourra être déterminée par les officiers de police judiciaire ou le procureur. Donc, il est constant que si les barricades ont été faites et que la victime n'arrive pas à accéder à son domicile, elle peut déposer plainte pour violation de domicile et requérir les forces de l'ordre ou bien le concours du procureur de la République pour ordonner l'ouverture de son domicile. Encore que les effets sont des effets personnels, ce sont des effets qui ont un caractère, je peux dire alimentaire, bien un caractère de besoin physiologique. Donc il sera tout à fait logique que le procureur de la République puisse ordonner ou bien les sociétés judiciaires afin qu'elles pénètrent pour au moins prendre les éléments essentiels pour sa subsistance. Donc pour le moment, elle ne pourrait pas casser et entrer. Ce serait pas conseillé. Il est préférable, s'agissant d'une enquête quand même qui est déjà en cours dans le cadre des effets de solliciter le concours des autorités de police judiciaire en déposant notamment plainte s'il a avéré effectivement que ce sont ces personnes qui ont posé des scellés. Il est préférable qu'une enquête, une plainte soit déposée et qu'une enquête soit ouverte. Voilà. Alors, moi, je m'avais posé déjà la question. Je pose la question à vous avant de donner la parole à l'homme de Dieu. Comment on répare? C'est-à-dire que il y a une victime de viol en famille ou bien une victime d'inceste. Donc, quand c'est inceste, c'est viol, inceste. Il y a une victime de viol, inceste. Comment vous, dans le cadre de votre association, vous accompagnez ce type de victime? Alors, ce type de victime, ce que nous faisons, c'est on commence par le parent. Parce qu'un parent qui est instruit. Parce que le plus souvent, on néglige le parent. Pourtant, le parent lui-même est traumatisé. Donc, on prend le parent, on s'occupe du parent, on travaille avec le parent. Ça veut dire, de la même manière que l'enfant est suivi psychologiquement, le parent doit être suivi aussi parce que c'est le parent qui vit avec l'enfant au quotidien. On apprend aux parents comment se comporter avec son enfant. Ce que le parent doit dire à l'enfant, ce que le parent ne doit pas dire à l'enfant. Ce que le parent doit dire à l'enfant et ce que le parent ne doit pas dire à l'enfant. Donc on fait une redéfinition de la manière que le parent et l'enfant doivent désormais vivre. Ce qu'on doit dire, ce qu'on ne doit pas dire. Donc voilà à peu près comment on fait les choses. Et il faut un suivi quotidien. On ne brusque pas les choses avec l'enfant. On va avec l'enfant tout doucement. Comme votre psychologue l'a dit, il ne faut pas l'acculer. Il ne faut pas tout le temps parler de ça. Il faut l'aider à changer d'air. Il faut l'aider à changer. C'est vrai que ça ne sera pas facile. D'où il faut prendre soin du parent psychologiquement pour que le parent puisse être fort pour l'enfant. Donc, voilà, a priori, c'est par là que nous commençons. Et nous avons des salons pour les victimes et les parents des victimes. Ça veut dire qu'on prend les parents, on prend les victimes et après, on prend les victimes ensemble avec les parents. Parce que, bon, elle a dit, la fille ne lui en veut pas. Parce que parfois aussi, la victime en veut à sa mère. De n'avoir pas vu le mal-être. Exactement. Parce que, normalement, le parent doit toujours être attentionné. Oui. D'accord. Alors, révérend docteur Jérémy Nembot, dans le cas où il y a eu viol, inceste, sur le plan biblique, sur le plan purement biblique, qu'est-ce qui devrait être fait pour réparer, je ne sais pas s'il y a des liens à briser, parce que sur le plan traditionnel, j'ai échangé avec certains traditionnalistes qui disaient qu'il y avait des rites à faire pour éviter les malédictions et tout ça. Comment on va faire sur le plan, si on est chrétien? Je pense d'abord que la priorité, c'est la victime principale de l'inceste. Parce que la personne est détruite à l'intérieur d'elle-même. Comment faire pour parvenir à une guérison intérieure? La première chose, c'est l'oralité. Il faut amener la personne à parler. Parce que plus elle va parler, plus cette toxine va quitter de son cœur.
Mais je dois dire que c'est des cas qui sont rarement traités par les pasteurs. Les cas d'inceste? Oui, parce qu'il faut le reconnaître, l'inceste, c'est le tabou des tabous. Et le plus souvent, la personne qui commet l'inceste est une figure familiale paternelle qui a une autorité sur la famille et souvent financière. Lorsque ça se produit, la première réaction c'est... On va manger quoi? On va manger quoi? Ou bien il faut laver le linge sale en famille. Mais en tant qu'un pasteur, si c'est constaté, j'ai dit sur le plan d'abord de la guérison intérieure, il faut encourager l'oralité. Deuxièmement, il faut saisir les institutions judiciaires pour qu'elles puissent jouer absolument leur partition. Sinon, le pasteur en question, de mon point de vue, serait un complice. Quelque chose d'extrêmement grave. Maintenant, comme il y a souvent une dimension occulte, tel que j'ai écouté les témoignages, il semble que l'enfant entend des voix. Ok. Les cordes rouges. Exactement. Le bourreau qui dit que exactement. il aurait été trompé. Donc, on peut avoir soit des problèmes qui peuvent être pris en charge par un psychologue quand c'est des traumatismes, peut-être le cerveau est affecté. Soit on peut avoir une infestation de mauvais esprits, notamment des démons de suicide qui vont vouloir toujours forcer la personne à aller dans le suicide. La première approche, c'est qu'on donne des médicaments chez le psychiatre, la personne dort et ensuite on va prier pour expulser ces mauvais esprits quand c'est le cas. D'accord. Alors les personnes qui vous regardent ce soir et qui sont dans l'inceste consenti, parce qu'on ne sait pas, il y en a qui vous disent que comme non, l'inceste, actualité, non. Ils vous disent que c'est consenti. L'inceste, on veut le faire. Non, tel que Maître a dit ici, le consentement n'empêche pas l'infraction. Non, je veux dire que quelles sont les conséquences sur le plan spirituel de ces personnes qui se plaisent dans l'inceste? C'est-à-dire les cousins, cousines... Non. Je vais simplement dire ici sur le plan spirituel que l'inceste est une porte d'infestation de mauvais esprits, automatiquement. Donc les personnes qui se livrent à l'inceste sont automatiquement possédées. Je le dis comme quelqu'un qui pratique la délivrance et qui a procédé à des délivrances de personnes qui ont vécu dans ce genre de situation. La première conséquence, vous allez dans l'inceste automatique. Écoutez, dans le monde spirituel, il y a des esprits impurs en charge de l'immoralité sexuelle. Et il y a un département en charge de l'inceste. Mais lorsque vous y allez, c'est une alliance, vous serez possédé automatiquement. Si vous voyez un peu le visage de cet artiste, son faciès, vous n'avez pas besoin d'être une personne spirituelle pour trouver qu'il y a quelque chose d'étrange, même au niveau de son apparence. D'accord. Et les fruits issus de ce type? Si au travers de l'inceste, une personne est née, qu'est-ce qu'on va faire? Bibliquement, on a l'obligation d'aimer la personne. La personne n'est pas... Non, je veux dire, la personne, il faudra des prières, il faudra encadrer... Si la personne est consentante, mais je crois ici que... Non, je parle du fruit issu. Est-ce qu'il n'y aura pas des répercussions? Cet enfant ne va pas porter la malédiction de... Non. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Donc, la justice divine est purement personnelle et individuelle. Au contraire, la personne a besoin d'un accompagnement concomitant qui peut se faire à la fois par le psychologue et par le pasteur. Parce que quand la personne se rend compte que je suis issu d'une relation incestueuse, elle est traumatisée, elle est détruite, elle se prend comme une horreur. Comme une chose qui ne mériterait pas d'exister. Il faut que la personne s'accepte comme étant une personne comme toute autre personne, une personne qui a une destinée, une personne qui peut réussir dans la vie. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas l'auteur de son problème. Il ne faut pas ajouter à sa destruction. On ne va pas supprimer la personne, mais la personne aura besoin de beaucoup d'amour. Parce que Dieu aime tout le monde. Alors, votre mot, vous avez la caméra en face de vous et vous allez passer un message. Oui, mon message que je vais passer ce soir, je vous remercie d'abord, je remercie le plateau, je remercie le Seigneur. C'est tous ceux qui entendent ma voix et qui me regardent,
que ce soit en Europe, n'importe où, qui m'écoutent, que vraiment vous vous levez pour pouvoir m'aider. Aidez-moi pour que les choses se passent bien. J'en manque où dormir. Je suis avec des enfants. Il faut le traitement, il faut beaucoup de choses. Je suis sur le plateau avec mon frère. Je vais laisser mon numéro de téléphone et le numéro du téléphone de mon frère. On est laissé, ne vous inquiétez pas, on va contacter à travers l'émission. C'est le message qu'on veut. Alors, un message? Ouais, un message, c'est que la justice fait son travail. Que la justice fait son travail. C'est tout ce que j'ai toujours eu à dire. Que la justice fait son travail. Et j'irai jusqu'au bout de mes forces. Je vais prier Dieu pour ça. Et je me battrai de tout mon âme pour qu'il puisse payer ce qu'il a fait. Et je sais que j'ai Dieu et je sais un Dieu. Donc, peu importe où il est entré, c'est ma fille. Parce que je ne laisserai personne détruire ma fille. Et comme il a fait ce qu'il a fait, tout le temps, tous les jours, c'est mettre mes genoux au sol et prier Dieu pour qu'il paye ce qu'il a fait. Et je sais qu'il y a un Dieu. Alors, un message, Stéphanie Ray, rapidement, 30 secondes. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que j'interpelle les parents à être plus attentifs par rapport aux enfants, à les regarder, parce qu'il y a des cris en silence. Les comportements, dès que ça change, il faut être plus regardant. Veillez à ce que les enfants vous fassent confiance pour pouvoir vous dire « Maman, ça ne va pas, voilà ce qui s'est passé ». Mettez les enfants en confiance, qu'il n'y ait pas de secrets liés à leur corps, qu'on brise les secrets liés au corps. Oui, qu'on puisse parler. Alors, je rappelle qu'il y a la page Facebook de l'association, parce que vous accompagnez les victimes, que ce soit sur tous les plans, matériels, financiers, sur le plan médical. Exactement. Donc, la page Facebook, c'est non aux abus sexuels. Non aux abus sexuels. Voilà. Alors, on va donner la parole. Maître, ce qu'il faut savoir pour les victimes de viols, d'inceste. Le mot de la fin. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que... En regardant votre caméra, pour les personnes qui vous regardent certainement à la maison et qui peut-être sont dans la même situation que la petite de ce soir. Ce qu'il faut savoir, c'est que la loi n'a pas délaissé les victimes de viol, les victimes d'inceste. Le viol et l'inceste sont sévèrement punis par notre code pénal. Nous avons des peines d'emprisonnement qui vont jusqu'à l'emprisonnement à vie lorsque la victime est mineure et lorsque la personne auteur du viol a une autorité sur la victime. Donc, nous allons aussi encourager les victimes à poursuivre avec la procédure, à aller jusqu'au bout de la procédure. Parce que dans plusieurs cas que nous avons eu à faire et que nous avons vu, on se rend compte qu'à certains égards, les victimes se découragent, certains par manque de moyens, certains parce qu'ils ont peur, certains parce qu'ils subissent des pressions. Je vais dire aux victimes que la loi est de leur côté, la loi a prévu des actions et la répression est assez forte et qu'ils doivent aller jusqu'au bout, parce que c'est en allant jusqu'au bout qu'on pourra donner des leçons à d'autres personnes qui peuvent imaginer même commettre ce genre d'infraction. Oui. Alors, on sort avec vous. Je voudrais dire que l'inceste, c'est une abomination qui est condamnée par Dieu, qui est condamnée par la société. Mais je voudrais aussi encourager les familles à ne plus en faire un tabou. Parce que plus le tabou est là, plus les personnes qui le pratiquent sont sans danger et sans être inquiétées. Les mamans ne parlent pas. Les mamans ne veulent pas en parler. Amener cela, exposer cela à la lumière. Oui. Même si nous avons des entraves psychologiques, culturelles, liées au respect de papa, de maman, des aînés, non. Il faut crever l'abcès. Et c'est l'occasion pour moi de rendre grâce à Dieu par rapport à cette émission qui expose et qui amène à la lumière des choses qui sont cachées. Parce que, honnêtement, c'est très pourri, mais c'est caché. Il faut ramener cela à la lumière. Merci.
Voilà, c'est terminé pour ce soir. Est-ce que vous avez une page Facebook où on pourrait facilement vous avoir? Ou bien, à défaut, vous écrivez à la messagerie privée de l'émission. On va vous mettre en relation avec la famille de la jeune victime. On vous mettra en relation avec Fanny. Donc, vous tapez tout simplement Intime Conviction. Vous mettez un S à Intime, un S à Conviction. Vous nous laissez un message et nous allons vous mettre en relation avec la famille voilà, de Fanny, avec Fanny, à qui on va souhaiter beaucoup de courage, à qui on va souhaiter que le juge qui va s'occuper de cette affaire soit voilà, assez... non, on ne commande pas, on ne va rien dire. Voilà. Peut-être. Dans sa conscience. Oui, voilà. Dans sa conscience et selon la loi. Et que la famille fasse l'effort de tout faire pour réunir les éléments de preuve, parce que c'est souvent ce qui manque aux victimes. Il y a les éléments de preuve, les certificats médicaux, les témoignages, les photos. Ne lésignez aucun moyen pour pouvoir démontrer la culpabilité de l'auteur de l'infraction. Oui, ça c'est important de le dire, parce que souvent on dit que la décision de justice n'est pas satisfaisante, mais on n'a pas donné les éléments nécessaires au juge pour faire son travail comme il faut. Tu vois le dossier vide. Oui, dites, allez-y. Oui. Non, on n'a pas beaucoup de temps. Il y en a. D'accord. Les premiers examens ont été faits où le bourreau a d'abord nié et le deuxième a été fait au Camberto. D'accord. Par la PJ. Voilà. Donc, on a tous les éléments. Oui. Et puis il y a des avocats qui suivent l'affaire. Oui, il y a déjà que je vais voir le juge Dibanda demain. Oh, c'est pas possible, on n'est pas. D'accord, c'est terminé pour ce soir. On va se dire que. C'est pas possible. On va se dire qu'on se retrouve lundi prochain, quand il sera 21h30 pour une autre édition. Bonsoir.